Que se passerait-il si l'une de tes grenades était touchée par un tir? Depuis de nombreuses années déjà, les grenades sont essentielles dans l'équipement d'un soldat. Elles n'ont cessé d'évoluer depuis qu'elles se sont généralisées lors de la Première Guerre mondiale, et par conséquent, il existe de nombreux types de grenades. Aujourd'hui, nous examinerons les conséquences d'un coup de feu sur chacune d'entre elles et comment les effets varient selon leurs caractéristiques individuelles. Nous verrons également si cela serait mortel dans le cas où un soldat les porterait sur lui et si elles réussiraient à être détonnées. Commençons par les grenades assourdissantes ou flashbang. Celles-ci sont principalement utilisées par Kharkavskovan, par les forces de police, pour réduire sérieusement l'efficacité au combat de menaces potentielles. L'une des grenades assourdissantes les plus populaires au monde sont les M84 qui, lorsqu'elles explosent, produisent un éclair de 6 à 8 millions de candela et un son entre 170 et 180 décibels, c'est-à-dire qu'ils produisent un éclair d'environ 50 000 sources de lumière, et un son équivalent à celui d'un avion à réaction au décollage. Sa charge consiste en environ 4,5 grammes d'un mélange pyrotechnique métallique, oxydant de magnésium ou d'aluminium avec un réactif comme le perchlorate d'ammonium, ou perchlorate de potassium. Le M84 a un fonctionnement simple, similaire aux autres grenades. Il suffit de retirer la goupille. Le déclenchement d'une mèche retardatrice commence. Et ensuite un fusible qui chauffe le mélange de magnésium et déclenche l'explosion des produits chimiques de la charge principale. Lorsqu'ils sont entièrement mélangés, ils explosent violemment, provoquant l'éclair. Que se passerait-il si l'une de ces grenades était touchée par un tir? Ces grenades n'ont qu'une mince couche métallique, qui est essentiellement un récipient en tôle, où se trouvent les composants chimiques. Et elle a aussi une épaisse couche d'acier, qui est là pour contenir l'explosion, pour ne laisser sortir que la lumière et le son. Même si vous ne le croyez pas, cette couche extérieure est assez épaisse, capable de contenir efficacement l'explosion de magnésium et de rester intacte. Un tir de petit calibre ne ferait que la briser, empêchant le passage du projectile. Mais une munition intermédiaire pénétrerait sans aucun doute le tube d'acier sans problème. Le magnésium est assez volatile lorsqu'il est exposé à des températures élevées et à la pression. Facilement, une munition intermédiaire pourrait déclencher le mélange de magnésium à l'intérieur d'une grenade, sans conséquence létale pour le pauvre soldat qui l'a sur la poitrine, puisque la majorité de l'explosion est contenue à l'intérieur de la grenade. Il ne souffrirait que de quelques brûlures. Et bien sûr les effets de la grenade. Maintenant, continuons avec les grenades à fumée. Celles-ci sont généralement un tube métallique avec des trous en haut et en bas, et utilisent un dispositif d'allumage, similaire à celui des autres grenades. Seulement que son fonctionnement est par un mélange initiateur qui, dans le cas des grenades fumigènes, pour empêcher la visibilité, brûle un mélange d'acide téréphthalique et de phosphore. Un projectile pourrait facilement pénétrer les récipients métalliques et brûler une partie du mélange de manière irrégulière. Il ne générera de la fumée normalement que si le projectile parvient à brûler le mélange initiateur qui se trouve en haut, évidemment, sans conséquences mortelles pour le soldat qui le porte, bien que les grenades fumigènes ont tendance à se réchauffer beaucoup pendant la réaction chimique. Maintenant, l'une des plus intéressantes, les grenades incendiaires. Il existe de nombreux types de grenades incendiaires, mais j'aimerais me concentrer sur celles à la thermite et celles au phosphore blanc. Les grenades incendiaires ont généralement un mécanisme d'allumage très similaire à celui des grenades à gaz. Elles sont essentiellement les mêmes, mais avec différents composants chimiques. En particulier celles à la thermite contiennent un composé d'aluminium et d'oxyde métallique, qui produit une réaction aluminothermique connue sous le nom de réaction de thermite. Ce matériau brûle à 3000 degrés Celsius. Pour que vous ayez une perspective, la surface du Soleil est à 5000 degrés Celsius, dont la thermite brûle à presque la moitié de la température du Soleil. La thermite a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale par les forces alliées, principalement pour détruire leur propre équipement militaire s'il allait être capturé, ou pour détruire l'équipement militaire allemand, comme leurs pièces d'artillerie capturées. Elle était également utilisée dans les bombes à fragmentation, qui étaient absurdement efficaces. Grâce à sa température, elle liquéfiait littéralement l'acier, le rendant pratiquement liquide. Si une grenade thermite est touchée par un tir, dans la plupart des cas, il ne se passera rien. Les grenades thermites ont une température d'ignition vraiment élevée, donc la poudre ou la nitrocellulose utilisée dans d'autres grenades ne peuvent pas allumer la thermite.
Seul son mécanisme d'allumage peut réaliser l'allumage de la grenade. Certains de ces mécanismes emploient des bandes de magnésium, matériau présent dans les grenades flashbang. D'autres utilisent une combinaison de glycérine et de permanganate de potassium. La seule façon qu'un projectile allume une grenade thermite est qu'il réussisse à atteindre le mécanisme d'allumage, le faisant s'allumer. Dans le cas des grenades enflammées par du phosphore blanc, la situation change radicalement. Cela a deux effets. Celui de créer des écrans de fumée beaucoup plus rapidement que les grenades fumigènes conventionnelles, et aussi des effets antipersonnels, car cela cause de graves brûlures. Il était très populaire lors des guerres du Vietnam et du Golfe. Elle utilise seulement un détonateur qui, lorsqu'il explose, expose la grenade à l'oxygène et à une chaleur significative, allumant la substance de phosphore blanc. Contrairement à la thermite, celui-ci est très volatile. Le phosphore blanc commence à brûler dès qu'il est exposé à l'air. Il atteint des températures de 550 degrés Celsius et est extrêmement mortel au contact. Un tir qui pénètre simplement la structure de la grenade la fera certainement exploser. N'importe laquelle de ces deux grenades incendiaires, si elle explose sur la poitrine d'un soldat, le tuerait sans aucun doute de manière très brutale et douloureuse. Les grenades à fragmentation sont plus simples, et leur effet est beaucoup plus prévisible. Ce sont les plus courantes au monde. Les plus populaires pourraient être les grenades 1000K2 de la Seconde Guerre mondiale et leurs successeurs, les 1067. Elles sont destinées à produire des éclats de plastique dur, d'acier, de fils barbelés, de sphères métalliques, ou même avec leur propre enveloppe pour éliminer l'ennemi. Son action est simple. En retirant les sécurités, le marteau frappe un détonateur qui active la mèche retardatrice, qui, une fois arrivé à la fin, déclenche la détonation de la poudre à l'intérieur, faisant que après l'explosion, le corps s'effondre et des milliers de morceaux se fragmentent et volent dans toutes les directions. Son rayon létal est généralement de 20 mètres, mais les éclats peuvent quand même dépasser les 100 mètres de distance. Bien que vous ne le croyiez pas, la coque des grenades à fragmentation est généralement assez épaisse, capable de contenir une grande partie de l'explosion. Cependant, elle serait facilement pénétrée par un projectile intermédiaire. Si un projectile intermédiaire la frappe, il détonnerait sans aucun doute la poudre à l'intérieur, ou l'explosif qu'elle contient. Généralement, les grenades modernes utilisent l'explosif composition B, un mélange de trinitrotoluène et de hexogène assez stable, qui, en théorie, peut résister à de grandes perturbations, pression et chaleur. Mais il y a beaucoup de vidéos sur internet qui prouvent qu'il peut être détonné avec un tir de 5.56 par 45 au temps sans problème. Les grenades à concussion auraient également beaucoup de problèmes avec les tirs directs. Les grenades à concussion comme les 1000 Il-24 allemandes ou l'américaine 1000 Il-K, 3 de la Seconde Guerre mondiale, utilisent le même mécanisme d'action que les grenades à fragmentation. 1000 Il-AS, au lieu d'avoir un corps épais pour produire des éclats. Celles-ci ont un corps vraiment mince pour ne pas contenir l'explosion. Et elles ont aussi, généralement, beaucoup d'explosifs pour produire une explosion beaucoup plus grande. Elles sont extrêmement sensibles aux explosions. En fait, il était très courant que les Alliés les utilisent comme des explosifs conventionnels pour la démolition ou pour l'utilisation contre les blindés. En fait, les Allemands fabriquaient des super grenades, qu'ils appelèrent des charges concentrées, qui étaient essentiellement 6 grenades sans bâton attachées à une autre avec son système d'allumage intact. Celles-ci étaient utilisées pour détruire les blindés ennemis. Ces grenades étaient particulièrement plus faibles que les grenades à fragmentation car leur revêtement est plus mince. C'est ainsi, pour ne pas contenir l'explosion qui se produit à l'intérieur. Un tir de fusil, même d'un pistolet, pourrait détonner ces grenades, bien sûr en fonction de leur modèle. Il n'est pas nécessaire de dire à quel point il serait dangereux qu'une de ces grenades explose sur la poitrine d'un soldat. Les grenades à fragmentation seraient moins dangereuses que les grenades à concussion, car leur corps absorbe la majeure partie de l'explosion, la rendant minimale. Le plus dangereux serait la grande quantité de shrapnel qu'elle expulse. Mais si le soldat a son gilet de protection en céramique ou Kevlar, il pourrait parfaitement résister à la majorité du shrapnel. Il y a des cas de soldats qui ont sauté sur des grenades à fragmentation et qui ont survécu. Cependant, si la grenade qui explose sur le corps du soldat est une grenade à concussion, ce serait la fin du soldat. Elle libère une puissante onde de choc qui, à cette distance, serait 100% mortelle. Alors c'est dangereux de porter des grenades. En partie, c'est quelque chose de dangereux, mais seulement dans le cas où un tir atteint la grenade.
La façon de porter des grenades est très variée, mais généralement elles sont gardées sur le côté de la taille, sur la poitrine ou même le dos, tout dépend du paradigme de l'armée en question. Mais généralement, les grenades sont placées dans des endroits où il est peu probable de recevoir un tir, ou si ces grenades sont touchées par un tir, elles sont dans un endroit où elles ne subiraient pas beaucoup de dommages, comme le gilet pare-balles. Depuis la décennie 2010, l'utilisation de la composition B est remplacée par l'explosif IMX-101 beaucoup plus stable, qui est déjà utilisé dans les munitions d'artillerie et les grenades qui sont en fait utilisées dans le conflit ukrainien actuel. Maintenant, les grenades à fragmentation nécessitent une ignition très précise pour exploser. Elles sont donc beaucoup plus sûres, et ce problème ne devrait plus être une menace.